Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Leader d'Afrique. Leader d'Afrique nous permet de recevoir ce soir Michel Sidibé. L'homme est directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Il est par ailleurs secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies. Ce soir, nous échangerons avec lui sur un certain nombre de points, à savoir son parcours au sein de l'institution onusienne. Et puis, il faut aussi relever qu'il a décidé récemment d'abandonner ce poste pour rejoindre un autre dans son pays, celui de ministre de la Santé. Mais avant cet échange, je vous propose d'écouter ou de suivre l'édito qui lui est consacré. Les va-vite en besogne, commérages, Congo-Ça d'Occident et des tropiques, ont créé un nouveau délit de complicité, d'avalistes, de superviseurs comptables des actes de leurs subordonnés à tous les niveaux et échelons en toutes périodes et circonstances. La jurisprudence Character Assassination établit désormais que lorsque votre adjoint ou employé ou subordonné démissionne après avoir été accusé de harcèlement sexuel, vous devez emprunter la même voie. Le Mali, terre de fierté, n'a pas assisté à cette opération immolation d'un de ses fils les plus intègres, les plus brillants, les plus élégants, dont les résultats à la tête de l'ONU-SIDA, en qualité de directeur exécutif et de secrétaire général adjoint des Nations Unies, parlent d'eux-mêmes. 6 mois avant le terme de son mandat, à la faveur de la mise en place d'un gouvernement d'ouverture, Michel Sidibé retourne au bercail par sa propre volonté pour servir son Mali natal, où ce spécialiste émérite de la santé mondiale débuta sa carrière auprès des populations touaregs dans la région de Tombouctou. Il a été ensuite nommé directeur pays de Terre des Hommes. En 1987, Michel Sidibé a rejoint le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, en République démocratique du Congo, et a continué de servir avec l'UNICEF pendant 14 ans, supervisant des programmes dans 10 pays africains francophones et occupant le poste de représentant dans plusieurs pays. Il a reçu des doctorats honorifiques de l'Université Tuskegee, de l'Université Clark, de l'Université de Colombie-Britannique, de l'Université du KwaZulu-Natal. Il est professeur honoraire à l'Université Stellenbosch. En 2017, il a reçu la médaille du président de l'Université Emory en reconnaissant son travail en tant que défenseur passionné de la santé et de l'humanité. Les honneurs et distinctions se multiplient et là aussi parlent d'eux-mêmes. En 2012, il a été désigné par Africa Report comme l'un des 50 Africains les plus influents et en 2009 par le journal français Le Monde comme l'une des 50 personnalités de l'année. Il est chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur de la France, officier de l'Ordre national du Mali, officier de l'Ordre national du Bénin, chancelier de l'Ordre national du Tchad, distingué par l'Ordre de Saint-Charles de Monaco. Il est commandant de l'Ordre du Mérite centrafricain, commandant de l'Ordre du Lion du Sénégal et a été honoré par l'excellentissime Ordre de la Perle de l'Afrique de l'Ouganda. En février 2019, les chefs d'État de l'Union africaine ont approuvé une motion de soutien en faveur de Michel Sidibé en reconnaissant son travail au sein de l'ONU-SIDA. Rien ne saura ternir une vie et une mission bien remplies d'un grand Africain au service de l'Afrique et du monde. Michel Sidibé, welcome back to Africa et à la Belle Radio Télévision. Bonsoir Michel Sidibé, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons sur La Belle Radio et Télé, la chaîne panafricaine internationale. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies. Vous êtes également directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Est-ce que nous pourrions revenir sur votre parcours? Quel est le secret de 30, voire même 40 ans de carrière au sein de cette institution? Ce qui est très important sur ce parcours, c'est 3 ou 4 mots, je dirais. C'est d'abord l'humilité, c'est la compassion, c'est l'empathie et la passion. Et je le dis sincèrement parce que l'humilité, je suis parti un peu du quartier populaire de Médine et je me suis retrouvé, bien sûr, dans des institutions très importantes comme celle des Nations Unies, après avoir travaillé avec une ONG au nord du Mali. Donc, tout cela a constitué pour moi des points de référence tellement importants. Partant de nulle part et me retrouvant secrétaire général adjoint des Nations Unies, je dis merci à tous ceux qui ont contribué à faire cela une réalité. Et cela particulièrement me ramène au fait que le Mali et l'Afrique ont toujours été mes points de référence. C'est là où j'ai eu la chance d'apprendre très tôt des questions qui nous interpellent en matière de développement. Et j'ai eu aussi, dans cette carrière-là, le privilège de voyager dans plus de 175 pays.
J'ai rencontré les populations les plus démunies un peu partout. Et j'ai eu la chance de m'entretenir avec les leaders politiques, la société civile. Je les ai écoutés. Et je peux vous dire que ce qui va m'interpeller, c'est un peu leur voix dans ce nouveau poste. C'est-à-dire une demande pressante pour une plus grande justice sociale, créer des opportunités pour les populations qui sont laissées pour compte, faire en sorte que la dignité humaine soit respectée. Ce sont un peu ces valeurs-là qui vont me guider. Et pour que les communautés, les personnes soient au centre de nos préoccupations et que l'accès à la santé soit universel. C'est un peu ça que je vais essayer de pousser au cours de ce mandat. Ne pas perdre de vue qu'il y a un désir important de réconciliation entre les populations et nos services de santé. Alors, Michel Sidibé, comment s'est révélée cette attention, cette écoute vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis de votre environnement? Comment êtes-vous arrivé à prendre en compte ce qui se passe autour de vous? Vous savez, moi, j'ai eu la chance, comme je disais, de vivre dans un quartier populaire très jeune. Et très tôt, je me suis rendu compte que la chose la plus horrible, c'était d'être du mauvais côté de la route. Mais mon père avait l'habitude de me dire, tu sais, mon fils, n'oublie surtout pas, quand tu as la chance d'être né du bon côté de la route, ce que tu dois faire, c'est pas de construire un mur entre toi et ceux qui sont du mauvais côté, c'est de faire des ponts. Donc très tôt, j'ai compris que les sociétés ne peuvent pas être stables sans aller vers une construction inclusive de la nation. Et ça m'a interpellé très tôt. Je me suis toujours dit qu'il fallait se battre contre la discrimination, la stigmatisation, le rejet des populations. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie un peu de mon ADN. Vous abandonnez un certain confort, vous abandonnez aussi et surtout un capital professionnel immense. L'appel du pays a-t-il été plus fort que tout le reste? Non, moi je crois que ce qui est le plus important, c'est de comprendre qu'après 40 ans d'expérience, 35 ans d'expérience dans le système des Nations Unies, comme vous l'avez si bien mentionné, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, secrétaire général adjoint des Nations Unies, c'était un devoir pour moi. Je pouvais me dire, mais vous avez une carrière bien fournie, c'est peut-être mieux pour vous de vous installer à Genève, mais je crois que je n'aurais jamais été heureux. Cet appel du pays est arrivé au très bon moment et pour moi, c'est un devoir que d'aller. C'est un devoir patriotique et mon combat sera celui de faire en sorte que la vision qu'est celle du président de la République lors du premier Conseil des ministres, il a insisté sur le fait qu'il fallait nécessairement penser ces jours d'aujourd'hui comme étant des jours de rupture, des temps de rupture, comme il l'a dit, et des temps d'assumation. Et moi, je voudrais vraiment faire en sorte que ma contribution à la réforme du système de santé de mon pays, le fait de pouvoir transférer mes compétences que j'ai pu accumuler, en tout cas les connaissances, au cours de ces 35 à 40 ans de vie à l'extérieur à mon pays, me paraît être indispensable. Après plus de 4 décennies, s'il vous était donné de faire un bilan, quel serait-il? Avez-vous la satisfaction d'une mission accomplie, d'un devoir achevé avec succès? Moi, je crois que ce qui est le plus important, c'est de se dire que j'ai essayé d'être proche des populations. J'ai essayé au Congo, en République démocratique du Congo, d'abord au nord du Mali, de travailler avec les populations pour faire en sorte qu'on puisse leur donner des voix.
que ces populations aient l'impression que leur dignité est respectée parce que ces populations ont accès aux services de santé, ont accès à l'information, que ce soit au Mali où j'ai commencé au nord, que ce soit au Congo, que ce soit au Burundi pendant des moments tellement difficiles après l'assassinat du président Dadaye, que ce soit bien sûr au Swaziland, chaque fois en Ouganda, un peu partout, mon combat était celui de la justice sociale, d'une meilleure distribution d'opportunités et faire en sorte qu'on puisse aller vers ceux qui sont laissés pour compte. Alors, en tant que directeur exécutif de l'ONU-SIDA, vous aviez un pari, 0 nouvelle infection, 0 discrimination et 0 décès liés au VIH-SIDA. N'était-ce pas une gageure? Encore une fois, je pense que c'était choquant pour moi de venir de l'Ouganda à l'époque et de constater que la seule chose qu'on voyait, c'était le désespoir, l'absence d'espoir, les hôpitaux remplis de personnes qui n'avaient accès à aucun médicament, la mort qui était un peu autour de chacun de nous. Et cette maladie était une maladie, en fait, qui a toujours porté la discrimination en son sein. Donc, c'était toujours la maladie des autres. Donc, quand j'ai eu la chance et le privilège de prendre la tête de cette organisation, la première chose que j'ai voulu porter, c'était cet objectif de 0. 0 nouvelle infection, 0 discrimination, 0 décès lié au sida, parce que c'était pour moi le meilleur moyen de dire que chaque vie avait une importance et qu'il n'était pas acceptable que le médicament soit au nord et que les malades soient au sud et que les décès soient au sud. Donc, la place que j'ai essayé de donner à la justice sociale, encore une fois, c'était à travers cette vision-là. Bien sûr que ce n'est pas des zéros magiques, mais ça nous a aidés. Ça nous a aidés à mobiliser la société civile. Ça nous a aidés à faire en sorte que les communautés soient au centre de nos préoccupations. Donc, et puis, ça a aidé à amener une approche holistique, fondée sur les droits de l'homme pour inclure le VIH dans toutes les questions de santé sexuelle et reproductive et ne plus considérer le sida comme seulement une question de maladie, mais une question de développement, une question vraiment de droits humains. Et puis, 9 mois avant l'échéance que vous vous êtes fixée, l'objectif était déjà atteint. Comment y êtes-vous arrivé? Vous savez, moi, j'ai toujours cru que pour faire en sorte que l'action porte et que l'action aille vers les plus démunis qui en ont besoin, il faut être ambitieux. Il faut avoir des objectifs très, très ambitieux et c'est la seule manière pour nous de faire en sorte que on puisse progresser vers ceux qui n'ont pas les services. Les résultats sont vraiment concrets. Moi, je vous prenais ce premier cas concernant l'objectif d'atteindre 15 millions de personnes vivant avec le VIH avant 2015. En 2015, et je me rappelle très bien, lorsque j'avais lancé cet objectif-là, au sein de mon organisation, les personnes les plus aptes pour me guider m'ont dit, M. Sidibé, vous rêvez. Nous n'avons que 7 millions, 8 millions de personnes sous traitement. On ne peut pas atteindre 15 millions de personnes en 3-4 ans. Et malheureusement, et heureusement pour les malades et pour moi, nous avons atteint cet objectif-là pratiquement 7 mois avant. Parce qu'à partir du moment où vous arrivez à mettre la communauté, la société civile, le secteur privé ensemble pour réfléchir aux réponses qui sont nécessaires, on y arrive. Le prix était très élevé des médicaments, donc on a cassé le prix des médicaments. En Afrique du Sud, on avait à peine 1 million de personnes sous traitement. Aujourd'hui, on a 400 000 personnes sous traitement, ce qui nous a aidé à aller très vite pour atteindre ces 15 millions. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que ces résultats n'auraient jamais été possibles sans une solidarité globale.
Le sida, j'ai voulu en faire le combat de tout le monde. Le plaidoyer que nous avons porté nous a aidé à mobiliser le Nord, le Sud. N'oublions pas que lorsque moi j'ai pris la tête de cette organisation vers les années 2009, on avait à peine, disons, 13 milliards de dollars financés, 13 à 14 milliards de dollars financés par an. Maintenant, nous avons 22 milliards de dollars que nous mobilisons pour le financement de cette maladie. Donc, il y a eu des efforts très clairs à ce niveau. Mais ce qui fut vraiment impressionnant, c'est le nombre de personnes ayant accès au traitement qui a augmenté de 170%, passant de 8 millions à 22 millions. Qui aurait pensé? Il y a quelques années de cela, on avait à peine 91 personnes sous traitement en Afrique du Sud en 2001 dans les services publics. Aujourd'hui, nous avons 22 millions au niveau mondial. Nous avons plus de personnes sous traitement que de personnes qui attendent le traitement. Ce qui me paraît être encore une fois le résultat de la solidarité globale et de l'engagement de chacun. Nos résultats ont été multiformes parce que quand j'ai demandé de mettre fin à la transmission de la mère à l'enfant, les gens rigolaient, ils me disaient « mais comment il va y arriver ?» Et aujourd'hui, on voit que l'appel de l'élimination de la transmission de VIH de la mère à l'enfant a contribué à une réduction de 60% des nouvelles infections chez les enfants. Et les enfants naissaient pratiquement qu'en Afrique, avec le sida, la plupart des autres parties du monde étaient en train de contrôler l'épidémie. Il y avait une certaine injustice et qu'il fallait corriger. Et quand j'ai lancé cet appel-là, on n'y croyait pas. Mais aujourd'hui, on voit que cette élimination, elle est devenue une réalité dans plusieurs pays et même dans certains pays africains comme le Cap-Vert. Donc, et plusieurs pays africains sont en passe de ne plus avoir d'enfants qui vont naître avec le sida, et ce qui est pour nous une réussite extraordinaire. Mais vous direz que des résultats en termes de couverture, est-ce que c'est suffisant? Je vous dirais non. Mais on a vu l'impact parce que la mortalité, elle s'est réduite pratiquement de 45%, c'est-à-dire la mortalité due au sida. On a une réduction de 45% de cette mortalité. Donc, je voudrais dire qu'il y a eu énormément de résultats, il y a eu énormément d'engagement. On s'est battu aussi pour faire en sorte qu'on sorte le sida de son isolement, aller au Conseil de sécurité. Et mon engagement avec, je me rappelle, le président Bongo, que j'ai convaincu, et c'était un moment très difficile, c'était l'anniversaire du décès de son papa. Je lui ai demandé de nous accompagner, de faire en sorte que le Gabon puisse porter le flambeau de l'introduction de cette question au Conseil de sécurité. Et donc, en 2011, il l'a porté, l'Afrique l'a porté. C'était la première fois qu'on a mené une résolution pour améliorer la vie des femmes et des jeunes filles. Et l'adoption de cette résolution en 1983 nous a été axée sur la violence contre les femmes en situation de conflit et faire le lien avec le sida. Donc, je pense que il y a eu des résultats, il y a bien sûr énormément de choses à faire. Et puis, on fera maintenant une petite halte sur un sujet qui a défrayé la chronique, un sujet qui a déchaîné les passions. C'est cette controverse qui a éclaboussé un de vos proches collaborateurs alors que vous avez toujours milité en faveur de la cause de la jeune femme et des filles plutôt vulnérables. Accréditez-vous la thèse d'une conspiration? Vous savez, moi je trouve que de toute façon, la réalité, elle est certainement complexe parce que ne vivant pas
le quotidien de la gestion de ces organisations, il est toujours facile de les interpréter de façon différente. Mais la réalité, elle est celle-ci. Nous avons toujours mis en place au sein de l'organisation les mesures qui pouvaient nous permettre de protéger le staff, de ne pas être vraiment dans une situation où nous nous trouvons avec une gestion qui ne soit pas de visage humain. Nous avons mis cela comme étant une question centrale. Particulièrement, je peux vous dire que c'était tellement touchant pour moi parce que je sais que je me suis toujours battu pour donner la voix à ces femmes, à ces jeunes filles qui ont été victimes de violences, et ainsi de suite. Lorsque nous avons eu un problème avec mon adjoint, j'ai tout de suite demandé une investigation. Il a décidé de partir lui-même après 14 mois d'investigation et qu'il avait d'ailleurs il a décidé par lui-même de partir. Mais la question est restée comme si c'était pas suffisant, comme si il était important pour moi d'être la cible. Et pourtant, Dieu seul sait qu'en termes de gestion de la question du genre, nous avons été l'une des organisations, d'ailleurs, je suis reconnu à plusieurs niveaux comme étant un champion du genre. Près de 50% des directeurs de l'ONU-SIDA sont des femmes, plus de 50% de l'ensemble du personnel sont des femmes, alors que lorsqu'il y a seulement 6 ans de cela, je dirais, on avait à peine 27% des directeurs des pays qui étaient des femmes. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 50%. Donc, nous n'avons pas fait de discrimination, nous n'avons pas accepté le harcèlement. Lorsque j'ai reçu une plainte pour harcèlement sexuel contre un cadre supérieur, j'ai immédiatement pris des mesures pour que la plainte fasse l'objet d'une enquête indépendante par un organisme externe qui n'avait absolument rien à voir avec moi. Et à chaque fois que des mauvaises conduites et des fraudes ont été constatées, j'ai ordonné des enquêtes. Ce qui est décrit dans les médias est faux et partiel et, comme vous le dites, ça m'a tellement touché lorsque j'ai demandé moi-même qu'il y ait un panel d'experts indépendants pour nous aider à améliorer, pour être même l'organisation qui pourrait être l'organisation modèle. Ce panel s'est transformé pratiquement en un rapport en charge. Bon, je pense que c'est triste que pour quelqu'un qui a passé 40 ans de sa vie à se battre pour la justice sociale, qui n'a jamais voulu aucune forme de stigmatisation ni de discrimination, qui n'a jamais été victime, en tout cas, je me retrouve comme étant une victime, on ne me condamne pas d'avoir harcelé qui que ce soit, on ne me condamne pas d'avoir mal géré des ressources, on ne me condamne pas d'avoir produit des résultats. Ce rapport s'est transformé en tout simplement un rapport à charge. Et ce rapport ne dit pas que voilà, Michel a été harassé, non. Michel a mal géré les fonds, non. Michel n'a pas mobilisé les ressources, non. Michel n'a pas été un leader charismatique, tout au contraire. Oh, Michel a dit à certains endroits qu'il était africain, que voilà, il est fier d'être. Mais je suis africain, je regrette. Et que je suis patriarche. Donc, en fait, ce que je voudrais dire, ils n'ont fourni aucune preuve pour étayer publiquement leurs revendications. En conséquence, au conseil d'administration, les gens sont mal informés. La plupart des membres du conseil d'administration ont rejeté complètement ce rapport et disent de toute façon, c'est pas un rapport pour le board. De l'Inde à l'Indonésie, en passant par l'Équateur, le Mexique, Bélarus, la Russie, la Chine, les États-Unis, ainsi que tous les pays africains, aucun n'a soutenu le rapport. Donc, de plus, le conseil d'administration a approuvé les mesures proactives que j'ai prises au travers d'un programme de changement pour l'organisation. Donc, il y a une telle mauvaise information, une recherche systématique, de vouloir, et personne ne parle même plus
du rapport qui est sorti vous pouvez le lire, par l'AFP tout dernièrement sur des attaques provenant justement sur les personnes qui avaient qui avaient commencé cette attaque-là, qui avaient commencé à dire que la personne qui avait supposé parler de son harcèlement par rapport à un rapport de l'OMS prouve clairement que ces personnes aussi ont été manipulées à l'argent, n'ont pas eu un comportement digne, et ce sont ces personnes-là qui ont poussé à aller vers la presse. Donc, je pense qu'il y a une nécessité de transparence ici. Moi, je suis parti, mais cette transparence, elle doit être de tous les côtés. Elle ne doit pas être. Donc, quelque part, je voulais le dire de façon très claire. Et, un, c'est un panel à charge. Deux, qui est complètement grotesque, qui à la limite ne dit pas tout son nom. Mais c'est un peu triste qu'on soit à ce niveau-là. Vous revendiquez être africain, panafricain, mais avant tout malien. Et justement, du Mali, il est question maintenant parce que vous retournez au Mali comme ministre de la Santé et vous repartez avec quelle casquette finalement, politique ou technocrate? Vous savez, moi je crois que encore une fois, il est important. Nous sommes africains, je suis malien, et moi je pense qu'il est indispensable pour chacun d'entre nous aujourd'hui de se battre pour les causes qui sont les plus justes. Et ces causes qui sont les plus justes, qui m'interpelleront, seront certainement politiques par moment et seront techniques. Donc, comme je le disais, le plus important pour moi, c'est de saisir cette opportunité-là et faire en sorte que la santé, la dignité, le bien-être de toutes les Maliennes et tous les Maliens soient au centre de nos préoccupations. On ne s'enferme pas dans une logique qui ferait qu'on soit pris tout simplement au piège de la petite bureaucratie. Encore une fois, je crois que je serai à l'écoute de la population. Je ferai en sorte que l'agenda du président de la République d'aller vers la construction de la paix, parce que quelque part, je pense que ce qui m'a beaucoup poussé à rentrer, c'est que il met bien sûr ensemble la santé et les affaires sociales, mais pour moi, et il me met deuxième du gouvernement, ce qui montre très clairement que pour lui, il a une vision. Il pense que ce n'est pas seulement qu'avec les armes que nous allons résoudre les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, et qu'il faut une nouvelle forme de gouvernance, il faut des ruptures, mais qu'il faut surtout aller vers le secteur social, qu'il faut faire en sorte qu'on puisse avoir l'adhésion des populations, qui est une réconciliation des populations avec leurs services de santé, et que les gens comprennent que quelque part l'État est présent pour eux. Ne craignez-vous pas que vos actions aient moins de rayonnement que dans votre poste précédent, puisqu'elles seront désormais circonscrites au peuple malien exclusivement? Non, moi je pense que c'était un peu cette réaction, je l'ai eue même pas moi, mais plusieurs personnes m'ont dit, mais qu'est-ce que tu risques de perdre ta capacité de... Je dis non, parce que vous savez, après avoir travaillé 40 ans au plus haut niveau et ayant été secrétaire général adjoint pratiquement 10 ans, je vais vous dire une chose, l'action la plus importante, c'est celle qui porte auprès des populations
à la base. Et cette action-là concrète que j'aurai la chance de porter va m'aider encore plus pour faire un plaidoyer plus fort pour le continent. J'ai souvent essayé de dire que nous ne produisons que 3% des médicaments que nous consommons aujourd'hui en Afrique et que c'est pas acceptable, que nous devons produire nos médicaments. Je suis persuadé qu'au niveau continental, venant d'un ministre de la Santé et des Affaires sociales, impliqué dans la gestion de la santé des populations africaines, peut-être que ma voix risque même de porter de façon plus forte parce que je n'aurai aucune crainte de dire qu'il est temps pour nous d'avoir nos services de santé de façon plus forte, d'investir dans nos services de santé. Je me suis toujours battu pour la pérennisation des actions et ça, quand vous regardez au niveau du sida, c'est la seule maladie où on a pu mobiliser des ressources domestiques qui nous ont aidés à aller vers à peu près, on a plus de 56% du financement de la lutte contre le sida qui provient des ressources domestiques. Seulement l'Afrique du Sud contribue au niveau de son budget à proportion de 2 milliards de dollars par an, ce qui est énorme, ce qui montre que si on a l'action à partir de la base, on peut peut-être montrer clairement aux partenaires qu'il y a de l'espoir et qu'on peut transformer. Non, moi je suis convaincu que les grands chantiers, je vais continuer à les porter avec l'appui des leaders politiques, centré sur les personnes, sur une approche plus inclusive, montrer que l'Afrique peut avoir sa voix, sa stratégie, sa vision. Et je crois que tout ça, ça peut aussi... Je continuerai à le faire d'une façon ou d'une autre avec votre appui. Votre mot de fin, Michel Sidibé. Moi, je crois qu'il faut commencer par écouter les populations, nous réconcilier avec les populations, faire en sorte que la redistribution des opportunités soit réelle et que nos jeunes soient au centre de nos préoccupations. Les jeunes ne peuvent plus être des acteurs passifs, ils ne peuvent plus être des bénéficiaires aussi passifs de nos actions. Aujourd'hui, ils veulent être des acteurs au changement et il faut les mettre au centre de nos actions. Monsieur le ministre Michel Sidibé, nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé cet entretien et vous souhaitons plein succès pour vos nouvelles missions. La messe est dite et bien dite. Nous avons forcé la parole au nom de l'amitié et du devoir de vérité. Comme par prédestination, la carrière de l'homme a démarré à Tombouctou, la ville aux 333 saints. Ce n'est pas un hasard si le Sonrail, avec Tombouctou, sa principale ville, réalisa à la veille de la Renaissance européenne la civilisation africaine la plus riche, sinon la plus brillante parce que la plus humaine. Oui, Léopold Sédar Senghor l'avait déjà dit, la plus humaine. Le voilà qui repart donc, Michel Sidibé, dans cette terre de civilisation, aujourd'hui meurtrie, mais debout et vaillante, et où les vestiges risquent de disparaître à jamais, dans les bouleversements que vit le Mali depuis l'offensive de groupes islamistes alliés à des rebelles Touaregs en avril 2012. Homme de conviction et d'action, Michel Sidibé a tweeté, je cite, « Pendant le Conseil des ministres, le président Ibeka a souligné que c'est le temps des défis, des épreuves, mais surtout le temps de l'assumation et de l'action. Je suis résolu à agir pour la santé, la dignité et le bien-être de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. Les Maliens portent de grands espoirs en vos compétences, en votre humanisme. L'Afrique admirative, attentive et avide de modèles continue à vous regarder et à vous suivre. Bon vent. Satan est fort, mais Dieu est grand. » Mesdames et messieurs, nous voici au terme de cette émission Leader d'Afrique qui a reçu ce soir Michel Sidibé,
directeur exécutif de l'ONU-SIDA et secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies. L'homme a été nommé ministre de la Santé de son pays, le Mali. Il va donc vers ses nouvelles fonctions et dans cet entretien, il s'en est ouvert à nous sur tout son parcours et également sur ses challenges et défis à venir. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.